Bon, on va pouvoir commencer. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à la Citadelle de Marseille. Je suis Mathilde Rubinstein, la coordinatrice générale de la Citadelle de Marseille, qui est à la fois cette association et ce projet qui porte les missions confiées en fin d'année 2021, il y a exactement 9 mois, par la ville de Marseille, qui consiste à, d'une part, restaurer le fort dans sa totalité et l'ouvrir au public. La question qui s'est posée à l'association de la Citadelle, c'est de l'ouvrir avec quel projet, sachant que la demande de la ville est de l'ouvrir aux Marseillais avec un projet culturel. Mais qu'est-ce qu'on met derrière exactement? Et donc depuis 9 mois, l'association travaille à définir ce projet de manière collective et participative, car la Citadelle de Marseille fait partie d'un groupe d'économie sociale et solidaire qui s'appelle le groupe SOS, auxquels font aussi partie les deux associations qui sont présentes ici depuis bien plus longtemps que la Citadelle, qui sont Acta Vista, un chantier d'insertion œuvrant sur place depuis 20 ans et qui s'appuie sur la restauration du patrimoine pour remobiliser des personnes en situation de fragilité autour d'un projet professionnel, et BAO Formation, qui est le bras armé d'Acta Vista en termes de formation sur les métiers qui sont appris ici, qui sont les métiers du bâti ancien essentiellement. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette dernière table ronde de notre semaine du patrimoine. Effectivement, à la Citadelle, on a souhaité élargir un petit peu et profiter de ce temps qui sont les journées européennes du patrimoine pour échanger, partager et commencer à travailler collectivement sur l'ensemble des projets de la Citadelle. Donc on a depuis une dizaine de jours en fait une série d'événements qui évoquent les différents volets du projet qui sera développé ici. Donc on a eu une table ronde sur le patrimoine et l'Europe, une table ronde qui concernait la dimension historique et patrimoniale du site pour savoir quel type de centre historique nous allions ouvrir ici. Nous avons eu hier une table ronde concernant la valorisation du patrimoine par les arts numériques en partenariat avec l'AMU. Et aujourd'hui, on conclut cette série de tables rondes avec un sujet qui est très important, qui concerne la valorisation des sols que nous avons souhaité intégrer dans ces journées du patrimoine en considérant que le sol est un patrimoine vivant, c'est une ressource non renouvelable. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette évidence, cette conclusion évidente, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ouvert, on conclut cette semaine du patrimoine avec vous sur cette thématique-là, et avec la participation en particulier de deux partenaires essentiels à la tenue de cette table ronde et de ce projet, qui sont l'Université du domaine du possible et l'Université d'Aix-Marseille, notamment le laboratoire LPED, qui est éminemment représentée aujourd'hui par Isabelle Lafont-Schwab, qui est donc professeure des universités et enseignante-chercheuse et qui a pu mobiliser ses élèves de Master 2 aujourd'hui pour cette table ronde, mais aussi pour un projet qui va s'étendre sur toute l'année. Et Émilie Rousselot, qui est la directrice de l'Université du domaine du possible, et qui nous accompagne sur un projet européen que nous avons pu gagner toutes les trois. Donc on est contente aussi parce que c'est un trium virate de femmes, donc c'est plutôt chouette. On a pu gagner ce projet européen qui est un petit projet européen, hein, mais qui vient valider en fait une démarche assez novatrice et qui correspond par miracle à un nouvel axe d'action de l'Europe qui s'appelle le New European Bauhaus, donc le nouveau Bauhaus européen, qui est une démarche assez novatrice, consistant à associer spécifiquement sur les problèmes de transition écologique des données scientifiques, une dimension participative et une dimension esthétique. Ici, l'esthétique, nous la traitons entre guillemets de deux manières, notamment via ce projet. D'une part parce qu'on est dans un site classé depuis 1969, classé historique et monument historique, pardon, et qu'on s'attache à le restaurer dans les règles de l'art et en faire un espace beau. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous pourrez être d'accord avec moi ici.
Et d'une autre manière, nous avons la chance de pouvoir associer à cette dimension participative, à cette dimension scientifique, une démarche artistique avec une artiste qui s'appelle Louise Nicolon des Abbayes, qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner pendant 4 mois pour élargir le propos que nous allons tenir ici et nous aider à créer une résonance avec le grand public. Voilà pour le contexte général. Je vais ensuite passer la parole à Émilie qui va animer ces tables rondes toute la journée. Et nous allons démarrer avec un point de contexte sur l'histoire des sols à Marseille, en France et en Navarre. Merci beaucoup Mathilde. Donc effectivement sur la journée, il y a différents moments. Donc là on commence la première table ronde dont je vais vous détailler ensuite les intervenants. Il y aura ensuite une petite pause café, puis une deuxième table ronde. Nous finirons vers 12h30. Et cet après-midi, il y a 2 temps différents. Le premier temps de 14 à 15 où il y aura une visite du site qui sera ouverte à tous. Et puis de 15 à 17, à la fois les étudiants d'Aix-Marseille qui vont aller avec la Citadelle pour lancer un projet étudiant, puis à la fois un atelier participatif avec moi et Mathieu Bameul sur un premier état des lieux, des besoins et des attentes identifiées pour faire émerger une filière économique autour des sujets qu'on va aborder ce matin. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la journée. Donc, avant de vous présenter la table ronde qui va donner la parole aux 4 personnes qui sont sur la scène, je voulais me présenter moi-même, même si Mathilde l'a fait. Peut-être vous ne connaissez pas l'Université du Domaine du Possible. C'est une association qui a été fondée par Jean-Paul Capitani et Lionel Astruc, qui est un lieu basé à Arles, dont la mission est le changement d'échelle en agroécologie, et donc la transition d'une manière générale, et donc sur un domaine qui fait 136 hectares, qui est une ferme en polyculture élevage. Il y a un centre de formation et une école qui va de la maternelle au collège. Et donc ce lieu, sur le territoire des Bouches-du-Rhône, a différentes missions, dont une qui était effectivement d'accompagner Acta Vista, puis la Citadelle, dans ce projet, qui était au départ un projet de ferme urbaine, et que l'on a conseillé dans le dialogue de transformer en laboratoire à ciel ouvert de bioremédiation. Et c'est dans ce cadre en fait, que la Citadelle s'est approchée de l'AMU, qui donne son égide à la journée d'aujourd'hui sur la bioremédiation. Et donc on a voulu vraiment, au départ on était, on va dire, conseillé dans ce projet, et on a vraiment ensuite, grâce, comme Mathilde l'a dit, au projet Bauhaus, voulu devenir partenaire, parce que c'est vraiment un projet de transition et la question de la vie des sols est très importante. Et donc on est très content d'avoir pu déposer ce projet du Bauhaus et de participer avec vous 3 à ce thème. Et donc maintenant je reprends ma casquette de modératrice et vous dire que cette table ronde est intitulée « Regard sur la transition des sols pollués vers des sols vivants et l'émergence des solutions fondées sur la nature ». Donc on va avoir 4 interventions. La première de M. Xavier Daumalin sur le cadre historique de la révolution industrielle européenne au regard de la pollution des sols. La deuxième de Nathalie Chaudon sur le droit comme outil protecteur des sols. La troisième de Marie-Odile Kiat sur les solutions privilégiées par les bureaux d'études principalement fondés sur des traitements physico-chimiques, intérêt pour faire émerger les solutions par et pour le vivant. Et la dernière d'Isabelle Lafont-Schwab sur les solutions basées sur la nature pour préserver les sols pollués, les approches de phytoremédiation et de restauration écologique. Donc, Monsieur Daumalin, si vous voulez bien vous approcher, je vais ouvrir votre présentation. Je vous présente d'abord. Donc, Monsieur Daumalin, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Aix-Marseille Université. Vous êtes directeur de l'UMR TELEM, spécialiste d'histoire économique. Vous avez publié plusieurs textes sur l'industrie marseillaise, les Bouches-du-Rhône, du 19e et du 20e siècle, et notamment sur les impacts environnementaux. Et donc, vous allez nous faire cette présentation maintenant. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et de votre venue. Merci à vous, merci de m'accueillir pour ce séminaire, pour cette table ronde. Alors la commande, c'était que je vous explique quelles avaient été les grandes étapes du fait industriel dans Marseille, avec évidemment la question de la pollution des sols. Quand on pense à l'industrie marseillaise, on pense 19e, 20e. Or, il faut savoir que déjà au 18e siècle, Marseille, c'est un port manufacturier. Un port manufacturier qui transforme les matières premières agricoles et minières qui viennent du monde entier,
des matières agricoles et minières locales aussi, et qui les réexporte dans le monde entier. Donc il y a véritablement déjà une activité de transformation. Parmi ces activités de transformation, l'industrie chimique joue déjà un rôle primordial. Marseille est un port vraiment dédié à l'industrie chimique. Avant la Révolution, l'industrie chimique représente 45% de la valeur de la production totale. Et dans ces 45%, c'est la savonnerie, qui est bien connue évidemment à Marseille, qui monopolise l'essentiel de la production. Et c'est une activité qui est polluante par ses rejets atmosphériques, mais aussi par tout ce qu'elle relâche sur le sol. Les savonneries marseillaises sont souvent installées du côté de rue Sainte, et tout ça est déversé et arrive dans le port. Et je renvoie aux travaux de mon collègue Daniel Faget, qui a montré comment, justement, toute cette pollution arrivait dans le port et suscitait énormément de protestations, notamment de la part des pêcheurs. Donc, on ne part pas de rien, on n'est pas au début du XIXe siècle avec un état zéro de la production et de la pollution. Il y a un héritage, et il y a déjà un poids très fort de l'industrie chimique. Ensuite, on a plusieurs poussées industrielles. On en a une qui est intéressante par rapport à notre sujet, qui n'est pas globale. Il s'agit de la création, dans les années 1809-1811, d'énormément d'usines de soude tout le long du littoral, soude et acide sulfurique. On les retrouve dans Marseille, on les retrouve à l'étang de Berre, on les retrouve dans les Calanques. Et là, on a déjà une première pollution importante, plutôt atmosphérique, mais quand même aussi, avec la transformation des pyrites, il va avoir un impact sur les sols. La grande poussée industrielle, c'est plutôt dans les années 1830-1850, dans ces décennies-là. On a donc la grande poussée industrielle de Marseille au XIXe siècle, ce sont les décennies 1830-1850. À différents niveaux. D'abord, on a un élargissement du mix énergétique, à la force musculaire, à l'éolien, à l'hydraulique. On voit arriver l'usage de la vapeur. Un usage de la vapeur qui se traduit par les cheminées que vous voyez là et par les panaches que vous apercevez sur cette gravure. Et puis surtout, on voit se développer un certain nombre d'activités industrielles qui vont avoir un impact sur les sols très important. Et parmi ces activités industrielles, il y a évidemment toute la métallurgie des non-ferreux et notamment les usines de plomb. Ces usines de plomb sont très importantes, ça va être une spécificité marseillaise. On va les retrouver là encore comme les usines de soude tout le long du littoral, mais notamment à Marseille, dans le quartier du Rouet. Et puis évidemment dans les Calanques, on a plusieurs exemples qu'on avait étudiés avec Isabelle Lafanchop, dans les Calanques de 3 usines de plomb qui ont un impact important. Pourquoi dans les Calanques ? Eh bien parce que les Calanques à l'époque servent d'espace de relégation des industries les plus polluantes. Donc on y trouve des usines de soude, on y trouve des usines de plomb et bientôt même une raffinerie de pétrole, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc dans cette période-là, dans cette forte poussée industrielle, on a cet impact-là sur les sols et puis on a aussi, même si ce n'est pas directement dans votre sujet, une redéfinition du littoral. Redéfinition du littoral, c'est que la croissance industrielle est tellement forte que le vieux port traditionnel ne suffit pas. Il faut créer d'autres bassins. On en crée à la Joliette et ensuite on va progressivement en direction de l'Estac. Mais ces bassins se font au prix d'une redéfinition du trait de côte, c'est-à-dire qu'on va créer un terre-plein qu'on va créer avec des déchets de l'industrie, avec aussi des déchets du BTP, et on va aboutir évidemment à la destruction de très nombreuses ressources halieutiques dans toute cette zone. Alors ça crée de l'emploi évidemment, ça crée de la croissance, mais il y a aussi un envers à la médaille. Donc cette décennie est très importante et on a ensuite, dans le 19e siècle, une troisième poussée industrielle dans les années 1890-1920. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la deuxième révolution industrielle. Et là, évidemment, on a toujours un petit peu les mêmes caractéristiques. On a un élargissement du mix énergétique avec l'apparition de l'électricité et du pétrole qui est raffiné au début à Marseille, c'est-à-dire que les premiers barils de pétrole arrivent déjà dans les années 70 pour éclairer, ensuite pour les moteurs à explosion dans les années 1890. Et on a aussi l'apparition d'industries qui sont typiques de la deuxième industrialisation et qui vont avoir un impact sur les sols assez important. Et je pense notamment aux usines d'alumine qui vont s'installer à Marseille, à la Barrasse et à Saint-Louis-les-Égalades. Ces usines d'alumine ont un impact sur les sols par leurs déchets, les fameuses boues rouges, qui sont stockées à proximité et qui existent toujours aujourd'hui dans l'espace urbain, même si ils ont été recouverts par la végétation. Cette croissance de la deuxième industrialisation est importante aussi parce qu'on va voir apparaître des usines boraquées, de très grandes unités de production
entre ce qui correspond aujourd'hui aux archives départementales, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le local, disons la Tour Saadé pour faire court, jusqu'à l'Estac. Là, toute cette partie-là va être complètement colonisée par de grands sites de production au bord de l'eau qui vont rejeter là aussi leurs déchets sur les sols et ensuite, in fine, à la mer. Alors, cette décennie, elle donne lieu à la fois à des sites spécialisés. Vous avez là, à l'Estac, je ne sais pas si vous le voyez correctement, tout cet exemple de l'usine Rio Tinto, qui est un ensemble monumental qui va du sommet de la colline jusqu'au port, où on produit de l'industrie chimique, toutes sortes de substances chimiques. On a aussi, par exemple, tout le quartier des Tuileries à Saint-André, Saint-Henri, l'Estac. Alors la particularité de ces tuileries, bon, elles polluent l'atmosphère évidemment, mais elles ont aussi des conséquences sur les sols, mais pas au sens peut-être où vous l'entendez. C'est que les carrières d'argile sont à côté des usines. On est sur le gisement du bassin de Séon, qui est d'une qualité exceptionnelle, c'est ce qui fait la force de ces tuileries, mais en même temps, comme on creuse au milieu des habitations, au milieu des usines, eh bien, on provoque des glissements de terrain, on provoque des effondrements de chemins, des maisons qui se détruisent. Donc il y a un impact, alors ce n'est pas au sens pollution, mais c'est au sens sur l'environnement, sur l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, si les promoteurs du Grand Littoral s'étaient intéressés à l'histoire, ils auraient peut-être su que de construire un grand littoral sur cette zone très mobile et très difficile, eh bien, ça leur aurait peut-être évité quelques erreurs. Et puis on trouve aussi, toujours sur le terroir marseillais, d'autres sites spécialisés, comme à Septem, par exemple, qui est entièrement dédié à la production chimique. Et là, on voit la monumentalité de ces usines, et notamment ces fameuses cheminées rampantes qui étaient destinées à éloigner la fumée des zones d'habitation et du site de production. Autre exemple, à l'autre bout de Marseille, à l'autre bout de l'Estac, c'est du côté de la Madrague de Montredon. On a là aussi une autre usine chimique qui pose aujourd'hui bien des soucis et qui s'appelle Le Grémente et qui était véritablement au départ une usine de plomb, puis ensuite une usine d'acide tartrique et citrique, tout simplement. Donc, si on fait là aussi autre exemple de cette pollution qu'on a vue dans les calanques et de ces industries, on voit qu'on a toutes sortes d'activités avec des traces importantes maintenant sur les sols, puisque même si les usines sont arrêtées, même si la production s'est arrêtée, les déchets sont toujours là et continuent à avoir un impact sur l'environnement, à la fois par les phénomènes de dispersion, mais aussi par les questions de ruissellement tout ça se retrouvant ensuite dans les fonds marins. Quelques exemples aussi de l'extension de cette industrie. On voit qu'elle se répand le long de quelques axes. Il y a bien sûr vers le nord, je vous en ai parlé, mais aussi toute la vallée de l'Uvonne et aussi le long de certains ruisseaux comme les Égalades. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je voudrais vous montrer, on a la chance d'avoir un document assez exceptionnel qui représente l'industrie marseillaise dans les années 30, en 1934. C'est un document qui a été fait par l'armée allemande pendant la guerre, mais qui s'est inspiré d'informations qui provenaient d'autres cartes locales dans les années 1934. Donc, si vous regardez bien, on voit que l'industrie, en fait, est partout dans le tissu urbain. On en a partout. On a toutes sortes d'activités. On a du raffinage du pétrole, on a du gaz, on a des tuileries, on a des savonneries. Tout ça est mélangé. Donc tout le tissu urbain est complètement colonisé par l'industrie. Et puis on a quelques zones, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont plutôt dédiées à une activité. Et là, on le voit bien autour de Saint-Henri et l'Estac. On voit que là, par exemple, on n'a que des tuileries. Mais dans d'autres zones, on va avoir que de l'industrie chimique, comme à Saint-Antoine. On s'aperçoit aussi que certains cours d'eau sont particulièrement colonisés. Vous le voyez ici, Saint-Louis-les-Égalades, mais aussi, on pourrait aussi aller du côté de la Caplette et de l'Uvonne. Ce sont les principaux vecteurs, les principaux lieux de localisation de cette industrie. Dernière phase, qui est une phase de reflux. Les années 1970-1990, on a là, comme dans beaucoup d'autres ports européens, un véritable choc de désindustrialisation. C'est-à-dire que les principaux fleurons de l'industrie marseillaise disparaissent ou sont fermés complètement dans ces décennies-là. Et ça touche tous les secteurs. La réparation navale, tout le pôle tuilier disparaît, toutes les huileries savonneries disparaissent, les industries chimiques aussi sont démantelées. Donc on a véritablement une perte, une diminution de l'activité industrielle. Marseille va perdre la moitié de ses actifs industriels entre les années 60 et les années 90. Et se pose alors la question du réemploi de ces centaines d'hectares qui étaient dédiés à l'industrie. Et comme on est dans une période où on a besoin de logements, bien souvent, on va construire des logements
à ces endroits-là, on va raser. On n'est peut-être pas encore non plus dans une période où on est attentif à la question des pollutions des sols, en tout cas pas comme aujourd'hui, et on a parfois des surprises qui se posent quand on reconstruit sur ces terrains-là. Donc vous voyez la problématique un petit peu de Marseille par rapport à l'industrie, c'est que c'est une industrie qui est partout. Marseille a été un port industriel, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. Marseille a été un haut lieu de l'industrie française et européenne, et que, évidemment, donc, partout dans la ville où vous allez rencontrer ces histoires de friches industrielles, cette question des nouveaux usages de l'industrie, avec toute la question de la pollution des sols qui se posera à chaque fois. Merci. Merci de votre attention. Non, on est en avance, figurez-vous. Donc ça tombe bien pour le reste de la journée. Donc on a pour chaque fin d'intervention un temps d'échange avec la salle, puisque comme on l'a dit au départ, dans ce processus du Bauhaus, on est vraiment sur un processus participatif. Donc voilà, si vous avez des questions, on a à peu près 5, voire un peu plus de minutes en fonction des temps de présentation, d'échange avec vous. Donc profitez de la présence de M. Domalin pour vos questions. Je ne sais pas si on a un micro à faire passer dans la salle ou s'il faut que j'en donne un qui est là. Voilà. C'était juste une question par rapport à la carte, savoir si on pouvait la trouver aux archives départementales ou où est-ce que elle se trouve au musée d'histoire de Marseille. C'est effectivement un document exceptionnel parce que vous avez une localisation précise de toutes les industries, du type d'industrie. Donc, si vous travaillez sur un quartier, vous savez qu'à cette époque-là, il y avait telle ou telle activité et le type donc, de pollution de sol que ça a pu générer, en sachant quand même que ces sites industriels ont une vie qui est assez longue et ils ont pu être occupés par plusieurs activités. Le site de Le Grémante, dont on parlait la dernière fois, est typique de ce type de problématique. Ça a d'abord été une usine de plomb. Ensuite, une usine d'acide tartrique, mais l'essentiel du bâti a été construit pendant l'activité du plomb, et c'est de ces périodes-là que date l'essentiel de la pollution. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour, Laure Moreau. Je participe à une association qui s'appelle GERM, Gestion écologique et restauration des milieux. Et je voulais vous demander si, justement, avec ce point de vue historique, on pourrait dimensionner aujourd'hui toutes les études qui restent à faire pour connaître les sols, c'est-à-dire qu'est-ce que, de votre point de vue, vu que vous avez une vision en profondeur de l'histoire de ces sols, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui prospecter, connaître pour justement pas faire trop les bêtises qui ont peut-être été faites dans le passé par ignorance, la géologie, la chimie évidemment, l'hydraulique, quelles sont les principales zones d'ombre qu'il faudrait éclaircir aujourd'hui pour mieux comprendre et du coup proposer une restauration pertinente? Je crois que l'expérience qu'on a menée avec Isabelle sur le territoire des Calanques était assez éclairante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire et qui associe sciences humaines et sociales et sciences dures, entre guillemets. Mais c'est très important et la démarche qui avait été initiée par Isabelle est d'autant plus importante que ce n'était pas une simple juxtaposition des disciplines, mais qu'elle avait mis en place une véritable méthode d'interaction, c'est-à-dire qu'eux nous questionnaient, ils nous demandaient d'aller chercher des renseignements dans les archives qu'on ne serait pas allé chercher de prime abord, et inversement, on avait besoin de leur appui pour comprendre tel phénomène dans les matières premières, etc., dans des choses comme ça. Donc, voilà, moi, à mon sens, à chaque fois qu'on doit caractériser un sol, il faut monter une équipe interdisciplinaire et travailler en interaction. Ça, ça me semble très important. Et ensuite, on peut, à partir d'un diagnostic qui a été établi comme ça, de façon quand même assez fine, on peut proposer peut-être des solutions qui soient pertinentes. Oui, bonjour, Christine Juste, mairie de Marseille, adjointe au maire à l'environnement et la lutte contre les pollutions. Ça tombe bien que je parle après Claire, puisque nous avons confié à des laboratoires de AMU, à des associations, justement, des études écologiques de nos friches. On a de nombreuses friches. Et on s'est aperçu, notamment dans un dossier que vous avez cité à plusieurs reprises, l'Aigremente, moi en tant que citoyenne, puis maintenant en tant qu'élue, et je découvre à la ville qu'en fait, il n'y a aucune compétence, enfin c'est pas une critique, mais parce que ce n'est pas la compétence de la ville de traiter ces questions de pollution. Et pourtant, nous sommes garants de la santé
et de la protection des Marseillais. Vous voyez un petit peu la schizophrénie. Et donc, en fait, il faudrait s'appuyer sur l'État. On s'aperçoit aussi que la DREA, alors c'est des acronymes un peu compliqués si on ne les connaît pas, à part inscription au plan local d'urbanisme de tel terrain qui empêcherait construction ou nécessiterait des études, on s'aperçoit qu'on n'a absolument aucune information. Donc, nous nous sommes aperçus dans le cas de l'Aigremonde qu'il fallait impérativement à la ville, même si on n'a pas d'équipe d'ingénierie sur ces sujets-là, il fallait qu'on ait un inventaire, un répertoire. Ça va au-delà de nos friches, qui sont des espaces naturels qu'on entend bien préserver ou utiliser pour de l'agriculture ou juste de la biodiversité, les laisser tranquilles. On a ce besoin de connaître exactement, parce que je me suis intéressée de très près à vos travaux en tant que citoyen. Je sais très bien que ce passé industriel, il est complètement sous-estimé, parce que c'est ancien et qu'on n'a pas la mémoire, et que pour le futur, parce que d'abord, les lois changent, heureusement, et parce que les citoyens se lèvent et disent « mais nous, on ne veut plus mourir de respirer, mourir de planter des tomates ». Parce que dans le cas de l'Aigremonde, on a bien vu que peut-être 25 ans plus tard, l'État, enfin, faisait des analyses de sol pour voir si je pouvais laisser mes fraises dans mon jardin. Et ça, c'est vraiment un sujet du quotidien. Ce n'est pas les sols pollués, un dossier comme ça pour chercheurs ou universitaires. C'est un problème du quotidien. On connaît exactement l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin, moi je parle en tant qu'élu à la ville, et parce que nous avons rencontré d'autres élus, d'autres villes qui avaient rencontré un peu avant nous ce genre de problème et qui ont été obligés de faire appel à des experts. Nous sommes en train de travailler à ce sujet pour répertorier déjà toutes les études qui peuvent exister et aller plus profondément. Il y a la Barras, les Boues Rouges, etc. Il n'y a pas que Gardanne, il n'y a pas que Altéo là-bas. Il y a ici encore des terrils, on les voit même. Vous avez cité les Égalades également. Si on se balade avec le bureau des guides, on voit des endroits où l'Yonne est rouge. Les Égalades, sont rouges. C'est pas rouge parce qu'il y a de l'argile, c'est rouge parce qu'il reste des boues rouges. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet et on a besoin effectivement de mettre autour de la table. On a la chance d'avoir des laboratoires, des chercheurs et on a besoin, nous élus, de travailler et de travailler à ce répertoire. Donc je prendrai contact avec vous. Merci. Je crois que ça vient aussi de la vision qu'on avait de ce patrimoine industriel qui a longtemps été sous-estimé, nié, etc. Peut-être pour mieux tourner la page et pour aller vers un autre modèle économique, mais en tout cas, ce patrimoine industriel, il est là. Les populations sont venues pour travailler dans ces usines. Des cités ouvrières ont été construites et ça mériterait véritablement de davantage en parler, de mieux le magnifier, parce que c'est aussi redonner du sens à des parcours de vie de gens qui sont venus de l'ensemble du bassin méditerranéen et d'Europe pour venir travailler dans nos usines. Donc c'est véritablement, ça a façonné l'espace urbain marseillais pendant des décennies. On peut prendre encore une ou deux interventions. En fait, vous avez une approche historique de cette industrialisation de Marseille, mais l'écosystème industriel ou chimique continue, il s'est développé vers l'ouest. C'est les temps de Berre, le bassin de Fosse. Or, si vous voulez, là, on est dans une activité intense, réelle. Et est-ce que, justement, les conséquences qu'on peut lire sur Marseille ne sont pas en train de se perdurer et de se développer juste un peu après, mais sur des surfaces incommensurablement plus importantes? Alors, vous avez raison, et d'autant qu'il y a une ambiguïté. Marseille s'est identifié à son port jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais ensuite, le port a essaimé, d'abord à la Vera et ensuite à Fos. Il y a 3 sites portuaires. C'est le port de Marseille, mais à une échelle désormais presque métropolitaine. Et pour répondre à votre question, on a fait paraître sur Internet, on a réalisé un web documentaire qui s'appelle Fosse et temps de Berre, 200 ans d'histoire environnementale et industrielle. Il est en libre accès, vous pouvez le consulter avec un smartphone, où là on raconte toute cette histoire qui est beaucoup plus grave que celle que dans les calanques, parce que là l'activité est encore très présente, avec des conséquences là sanitaires d'une toute autre ampleur. Mais le travail qu'on a fait sur les calanques avec Isabelle, on l'a aussi fait sur territoire, parce que c'est l'ensemble du territoire qui est touché par ça. Et je dirais même, c'est l'ensemble du littoral. Qui sait qu'aux Ambiers, il y avait des usines chimiques? Qui sait qu'à Porquerolles, il y avait des usines chimiques? Et qu'aujourd'hui, le mât, qui est très réputé, est construit dans les locaux de cette ancienne usine chimique, et que la plage noire qui est vantée pour attirer les touristes est la plage des déchets de l'usine. Donc il y a une sorte de cécité par rapport à cette histoire industrielle qui, à mon sens, est préjudiciable. Et en tout cas, il faut la faire ressortir parce qu'aujourd'hui, il y a des urgences.
on va pouvoir prendre une dernière question. Merci. Emmanuel Delannoy, je vais m'exprimer avec une double casquette, lycée des Calanques, donc lycée agricole des Calanques, et association culture permanente. Alors vous avez fait un travail sur l'inventaire du patrimoine industriel. On sait qu'il y avait aussi une activité agricole ancienne, au milieu du 19e siècle notamment. Il y avait des vergers, il y avait des vaches. Il n'y a plus de vaches à Marseille depuis longtemps, notamment à la Barrasse. Est-ce que le même inventaire a été fait sur ce patrimoine agricole ? Alors, ce n'est pas ma spécialité, même si moi je l'ai vu à travers les archives judiciaires, puisque justement, tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs protestaient contre les pollutions de ces usines, dans la mesure où ça altérait leurs ressources. Donc, ils étaient touchés au premier chef par tout ça. Mais non, ça n'a pas été autant travaillé. Mais là, il y a une thèse qui est en cours, justement, sur le terroir marseillais et qui devrait permettre d'apporter justement des éléments assez neufs. Et je dirais aussi, pour terminer peut-être, que... j'appartiens à un courant d'histoire économique qui a décidé, depuis les années 2000, d'intégrer les questions environnementales au questionnement de l'histoire économique, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand on faisait de l'histoire économique et de l'histoire industrielle, on pensait procédé, on pensait effectif, on pensait production, on pensait exportation, et on ne pensait pas du tout aux impacts environnementaux. Mais depuis les années 2000, ça a bien changé. Et aujourd'hui, notamment dans mon laboratoire, on ne peut plus faire d'histoire économique si on n'intègre pas les questions environnementales. Il y a une dernière thèse qui vient d'être faite sur le port de Marseille qui montre comment justement le port de Marseille a géré ces questions environnementales depuis 1945 jusqu'à les années 90. Merci beaucoup. J'ai vu d'autres mains se lever, mais je pense qu'on pourra peut-être se parler à la pause café ou en fin d'après-midi de 15h30 à 17h, puisqu'on a dans une salle un recueil des propositions d'engagement, de collaboration et de contribution au projet auquel on vous invite vraiment à venir participer. Merci. Donc je vais inviter Nathalie Chaudon. Voilà. Donc, pour faire la transition, on va dire que, comme vous le savez, on est dans l'ère que les humains ont décidé d'appeler l'Anthropocène, et les questions de la transition questionnent beaucoup les questions du droit, parce que donc cette attitude qu'on a eue envers la nature, en fait, il faut maintenant arriver à la transformer en nouveau processus de réglementation. Et donc Nathalie Chaudon va justement nous faire une présentation sur le droit comme outil protecteur des sols, point d'interrogation. Donc, j'ai bien dit point d'interrogation. Donc, Nathalie Chaudon, vous êtes juriste spécialisée en droit de l'environnement. Vous dirigez l'association France Nature Environnement depuis 2011. France Nature Environnement est une fédération qui regroupe 9087 associations de protection de la nature et de l'environnement et des centaines de milliers de militants et militantes, bénévoles ou salariés, qui s'engagent dans les associations du mouvement. Ça... Voilà, vous pourrez compléter si vous le voulez. Donc, je vous laisse faire votre présentation. Donc, comme tout à l'heure avec Xavier, une quinzaine de minutes, puis des questions-réponses après. Merci de nous avoir donné la parole. Donc, un mot, France Nature Environnement, vous l'avez bien résumé, hein, c'est une fédération d'associations. Et notre particularité, au-delà d'avoir une vision globale des enjeux environnementaux, on a un réseau juridique avec des avocats et des juristes. Et une de nos missions, c'est d'avoir un plaidoyer, donc c'est du lobbying d'intérêt général, donc renforcer tout ce qui est loi, plan, projet, programme à chaque échelle de territoire. Et je vous en parlerai sur les sols d'une de nos actions en plaidoyer, mais aussi de faire appliquer le droit de l'environnement de manière la plus stricte possible. Et donc aujourd'hui, effectivement, comment le droit appréhende le sol. Donc, il faut absolument dire le point d'interrogation. Le droit est-il un outil protecteur des sols? Parce qu'on va voir ses limites. Et notamment, je vais vous montrer que le sol n'est pas forcément considéré comme un bien commun et que sa protection est de manière indirecte au niveau du droit. Donc, quand on regarde le livre 2 du Code de l'environnement, qui porte sur les milieux physiques, on voit qu'on a l'eau, c'est les articles L210-1 et suivants du Code. Donc l'eau est bien considérée comme un patrimoine commun de la nation. On voit au niveau européen, on a une directive cadre sur l'eau, donc on a des exigences en termes de qualité de l'eau. On voit aussi à ce même livre du Code de l'environnement qu'il y a l'air.
Donc l'air intérêt général, c'est bien explicite, on nous dit droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. On a aussi un cadre européen, une directive sur l'air qui va réglementer les émissions. Et on ne trouve pas, ça s'arrête là, on ne trouve pas le sol en tant que milieu physique. Donc en termes d'état d'esprit, je pense que c'est important de le partager, le sol, par le droit, n'est pas considéré comme un milieu a priori, c'est ce qu'on peut en déduire. Voilà, bon, c'est un constat. Donc, il y a eu quand même une légère avancée en 2016 avec la loi sur la biodiversité, où dans le livre 1 du Code de l'environnement, on va nous donner des principes généraux. Et va être introduit, je suis obligée de vous le lire, c'est l'article L110-1 du Code de l'environnement. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution du patrimoine commun. Donc, ce n'est pas en tant que tel un patrimoine commun, mais ils vont avoir un rôle qui est reconnu, c'est déjà ça, dans, dans la formation des paysages, dans la biodiversité. Donc, c'est un premier pas, mais qui est à minima, on va dire. Ensuite, qu'en est-il au niveau européen? Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué de directives cadres sur les sols. La première a été en décembre 2007. Il y a eu un projet proposé par la Commission européenne et l'état d'esprit était assez intéressant. C'était un cadre pour maintenir les sols vivants, à la fois avec un processus de prévention de pollution des sols, mais aussi de remise en état. Donc, c'était des objectifs intéressants. Et cette proposition de la Commission n'a pas abouti. Il y a eu une opposition de l'Allemagne, de l'Autriche, Royaume-Uni à l'époque. Et la France s'est abstenue, il faut quand même le dire, parce qu'elle a estimé que 5 milliards d'euros, le coût estimé était trop onéreux. Mais on ne parle jamais du coût de l'inaction, hein, faut toujours le souligner, ça, et que la réglementation existante était suffisante. Voilà, c'était les arguments de l'époque. En 2016, on a été plusieurs structures, donc France Nature Environnement est rattachée au Bureau européen de l'environnement, qui est la fédération à l'échelle de l'Union européenne des associations de défense de l'environnement, mais on était partie prenante avec d'autres structures, Terre de Liens et tout le volet aussi agriculture paysanne, et on est reparti en disant on va faire une pétition citoyenne, puisqu'il y a les traités de l'Union européenne, assez intéressants en démocratie, on va dire participative. Donc c'est l'article 11-4 du traité de l'Union européenne qui nous permet, dès lors que de saisir, on va dire, de manière citoyenne la Commission, dès lors qu'on réunit 1 million de signatures dans 7 États membres. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire toute une campagne, hein, c'était l'appel du sol, pour avoir ce cadre juridique contraignant, mais malheureusement ça n'a pas encore abouti par manque de signatures dans l'ensemble des pays. Voilà, donc ça c'est... Donc qu'en est-il? Donc, on peut regretter, hein, ça c'est que le sol ne soit pas considéré comme un bien commun tout autant que l'air et que l'eau. Voilà, le sol dans l'ensemble de ses multifonctionnalités, on va dire, écologique, sociale, économique, culturelle également. Donc, comment le droit appréhende aujourd'hui? Donc, c'est de manière indirecte. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On va avoir 2 types de manières juridiques d'appréhender le sol. D'abord, c'est une surface. Le sol va être considéré comme une surface. Donc ça remonte à Napoléon et c'est le Code civil. Voilà, l'article 552, et ça va être le droit de propriété. C'est sur une surface, j'ai la propriété du sol. Alors, c'est la surface au-dessus et le dessous. Voilà. C'est assez minimaliste, on va dire. Et ensuite, on va avoir, et je développerai un peu plus, un point sur... Ça va être réglementé. Le droit va appréhender le sol en fonction des usages et des activités. Voilà, c'est vraiment, en termes d'état d'esprit, j'insiste, très différent de l'eau et de l'air, où on va avoir des exigences écrites de qualité, d'atteinte de bon état, où là, ce n'est pas défini, c'est juste indirect avec l'usage et l'activité. Donc,
là, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de ces usages et activités? D'abord, les activités polluantes. On va le trouver au livre 5 du Code de l'environnement, tout ce qu'on appelle installation classée protection de l'environnement, donc les activités polluantes, où on va avoir l'obligation de remise en état des sols. Donc, normalement, c'est une législation relativement récente, hein, c'est les lois de 76 et après il y a eu diverses enrichissements. Mais donc du coup, dans l'histoire, ça n'a pas été mis en œuvre, ça n'a pas pu être mis en œuvre puisque ça n'existait pas. Donc il y a une obligation donc, de remise en état par l'exploitant de son sol pollué et sa réhabilitation du site ou du sol va être en fonction de l'usage. Donc, est-ce que ça va être l'usage futur? Est-ce que ça va être un usage d'habitation, un usage récréatif, un usage tertiaire? Et on va avoir des exigences plus ou moins poussées en fonction uniquement de l'usage. Donc, toujours pas de définition, aucun objectif qualitatif vraiment défini. Et ensuite, je pense que c'est important de le souligner, une protection aussi indirecte via la lutte contre l'artificialisation des sols, puisque c'est une des premières causes de perte de biodiversité et d'imperméabilisation du sol. Et donc, bien sûr, le droit de l'urbanisme, avec les plans locaux d'urbanisme et les zones naturelles, les zones agricoles et le milieu forestier. Ici, on sait que c'est classé en partie en espace boisé classé, donc ça permet de protéger au niveau le sol, on va dire, au niveau de la réglementation. Et ensuite, il y a eu tout un processus juridique. Hein, je vais faire court, mais depuis les années 2000, on parlait de limitation de l'étalement urbain, gestion économe d'espace. Voilà, c'est des notions qui sont rentrées au fur et à mesure dans le code de l'urbanisme cette fois-ci. Et on parlait avec la loi Grenelle et les suivantes, de diviser le rythme d'artificialisation au départ des terres agricoles, puis après on a ouvert sur espaces naturels et forestiers. Et je m'attarde un peu sur la loi Résilience Climat qui a été votée donc en 2021, qui quand même dans un de ses articles, 192, l'article 192 nous explique la définition de l'artificialisation et introduit vraiment le sol. On nous dit l'artificialisation, c'est une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc on revient bien sur l'usage et l'occupation, même si on fait référence au sol. Bon, alors cette loi, elle est quand même ambitieuse. Elle nous fixe une zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050, donc c'est assez ambitieux. De diviser par 2 le rythme de consommation d'espace, donc ça c'est intéressant. Par contre, on est en plein décret d'application. La loi doit avoir un décret pour pouvoir s'appliquer. Et là, il faut suivre parce que c'est pas gagné quand même. Il faut rester vigilant et je pense que ça ouvrira parce que ça ouvre sur désimperméabiliser, renaturer aussi, donc il y aura des processus à faire, je pense, avec de manière avec les solutions fondées sur la nature. Voilà, donc on protège le sol indirectement avec la lutte sur l'artificialisation des sols. Et ensuite, ça peut-être c'est plus connu, via une protection, via une aire protégée. Donc on va réglementer l'usage du sol dans le but de préserver un espace naturel, patrimonial, paysager. Donc voilà, il y a plusieurs outils de protection qui existent. Des outils les plus forts jusqu'à un peu plus faible. Donc des outils forts avec le conservatoire du littoral ou les espaces naturels sensibles. Donc ça, c'est vraiment du foncier qui est acquis par des organismes publics. Les espaces naturels sensibles, c'est les départements. Le conservatoire du littoral, c'est une institution. Donc ça, on ne va pas avoir le droit de construire sur ce type d'espace.
donc c'est une protection assez forte. Les parcs nationaux aussi, où il va falloir respecter ensuite leur charte dans les documents d'urbanisme, et les réserves naturelles également. Il faut savoir qu'on a, sur les 11 parcs nationaux en France, dans notre région, nous en avons quand même 4. Et sur les 167 réserves naturelles en France, on en a 11 dans notre région, qui est quand même assez riche en termes de biodiversité. Et après, c'est des protections plus intermédiaires, arrêtés de biotopes, sites classés, inscrits, donc tel qu'on est ici. Mais tout ce qui peut se faire peut se défaire. Voilà, c'est pris par le préfet de région ou de département, donc c'est assez facile de faire et défaire ce type de réglementation. Et des protections un peu plus faibles au niveau réglementation des usages, même si ça diminue les impacts sur le sol quand même. Ça va réglementer des activités humaines, mais qui vont quand même pouvoir se faire dans les parcs naturels régionaux ou la gestion sur les sites Natura 2000, voilà, ce type de sites-là. Donc, pour finir, le droit français, en tout cas de notre point de vue, au niveau France Nature Environnement, est terriblement insuffisant, donc, puisqu'il n'offre qu'une protection indirecte du sol. Et nous, on continue à se mobiliser, et on pourrait peut-être se mobiliser tous ensemble avec les universitaires et les collectivités pour demander encore à ce qu'il y ait une directive cadre sur les sols. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup Nathalie Chaudon pour votre intervention qui est vraiment très éclairante. Pareil que tout à l'heure, on va garder le même modus où vous pouvez poser vos questions. Donc allons-y pour un temps d'échange sur ces sujets du droit, de l'environnement. Et j'en profite le temps que vous réfléchissez à vos questions pour vous dire que c'est vrai que par rapport à l'historique que vous venez de dire, je pense qu'on est tous, les organisateurs de cette journée, particulièrement fiers d'avoir mis dans une programmation patrimoine la thématique du sol, en disant que le sol vivant fait partie de notre patrimoine, et on était vraiment contents de pouvoir proposer ce thème, et aujourd'hui plus que jamais, on va dire. Et on a bien rajouté sol vivant, parce qu'il y a la thématique du sol, mais s'il est vivant, c'est mieux. Voilà. Donc, des questions. J'en profite, désolée. Je voulais poser... En fait, quand on est dans l'opérationnel, on est confronté au fait que pour dépolluer un sol, il faut beaucoup d'argent. A priori, c'est ce qui se dit, mais je suis sûre que les chercheurs ont plein d'autres solutions beaucoup plus intelligentes aujourd'hui, mais au moins à base de temps. Et donc finalement dans notre société ça devient transformé en argent, et que nous on a été confrontés à ça notamment avec mon bureau d'études, soit à la Capelette par exemple, on a cité la Capelette où il y a une énorme ZAC et où en fait le projet c'est de faire du logement qui est rentable parce que sinon on va pas pouvoir dépolluer. Et quand on dit si on faisait des jachères et que dans ces jachères on mixait des chercheurs, des institutions, des expérimentations, on nous rétorque non mais ça coûte trop cher, l'établissement public foncier aussi, tous ces organismes qui ont maîtrise du sol et qui auraient aussi maîtrise du temps puisqu'ils ont un délai entre les acquisitions et les projets, aujourd'hui je trouve ne mettent pas assez à profit ce temps pour que des études et des propositions et des expérimentations soient mises en œuvre. Et je voulais savoir si dans les lois il y avait peut-être des choses dans lesquelles on pouvait s'accrocher, ou si peut-être il y avait des expériences ailleurs aussi. C'est souvent ça qui est positif, parce que on se retrouve, en fait, même au-delà de la loi, on se retrouve bloqué par la fameuse règle du marché, quoi, le principe économique de la valeur d'un terrain. Or, est-ce que dans cette directive, il y avait eu des réflexions sur justement le sol, c'est pas juste un foncier à exploiter, ça a une valeur autre, mais je ne sais pas comment le formuler. C'est juste ce blocage que je voulais partager pour voir s'il y avait des réflexions constructives. Merci. Ça marche, ça va ? Oui. Merci de la question qui n'est pas facile. J'ai bien peur de ne pas avoir des réponses pratico-pratiques, on va dire. La directive, oui, je pense qu'elle mettait en œuvre tout un cadre, comme on pourrait comparer avec l'eau, où il y a l'agence de l'eau qui va avoir des contributions et qui va les redistribuer à la base du principe pollueur-payeur, et qui est sur une logique de prévention et de bon état, d'atteinte du bon état. Donc on va se donner les moyens d'atteindre le bon état.
Donc ce cadre-là, c'était l'état d'esprit des tentatives de directive. Donc je pense qu'il y aurait eu des moyens alloués après, parce que c'est l'État, hein, j'ai peut-être pas bien précisé, mais toutes les friches, quand on ne connaît plus le dernier exploitant, ça revient à l'État, qui a peu de moyens pour pouvoir réhabiliter, ça coûte cher, etc. Donc on pourrait imaginer un système principe pollueur-payeur, un fonds, etc., pour atteindre ce bon état des sols. Mais là, je n'ai aucun levier actuellement juridique pour pouvoir le faire. Il n'y a aucun levier contraignant. Donc il faudrait être... c'est de manière volontariste, en fait. Voilà. Il n'y a pas de levier juridique, là. Une question qui est peut-être un peu complémentaire aussi. Est-ce qu'on est allé voir ailleurs? Oui, certainement, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des pays européens où la notion de la propriété du sol est un petit peu différente de celle de notre code, où on a pu mettre en place des directives un peu différentes? Ça n'existe pas. Enfin, à l'échelle européenne, il y a un déni total du sol. À l'échelle européenne, ça n'existe pas puisque la directive, elle était vraiment pour l'ensemble des pays. D'accord. Il n'y a pas eu des mesures non. individuelles, propres alors, à chaque pays. J'avoue que j'ai des limites en droit comparé. Je n'ai pas la connaissance de... peut-être en Suède ou Norvège, généralement c'est des pays du Nord où on cite, peut-être ils sont meilleurs que nous, mais je n'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, là, c'était vraiment la directive européenne qui devait s'appliquer dans l'ensemble des États. C'est transposé, une directive, elle est transposée dans le droit de l'État membre. Et là, le cadre n'y est pas, quoi. Donc, c'est vraiment, on va tomber sur la réglementation par pays. Et je n'ai pas d'exemple intéressant là, à partager, malheureusement. Donc, je pense qu'on peut prendre encore 2 ou 3 interventions avant de passer à la présentation suivante. Oui, tout à l'heure, Christine juste posait la question d'un répertoire qui aurait compilé éventuellement les anciens usages d'un sol. Et donc, j'entends que ça émane en fait d'une collectivité locale, d'une question publique. Je me demandais si aujourd'hui, juridiquement, est-ce qu'il existait à travers que ce soit la SAFER, le cadastre, les SCOT, etc., une compilation des usages du sol, ou bien c'est quelque chose où il y a une démarche collaborative de la société civile, ou c'est une démarche publique? Ce qu'il existe aujourd'hui, peut-être Isabelle pourra en reparler, mais c'est donc c'est sur le site du ministère, Basol. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un minima, hein, c'est le seul répertoire des sites et sols pollués, entre guillemets, qui existe. Et on n'a pas toujours connaissance de l'usage antérieur et surtout ni de l'exploitant. Mais c'est la seule base. Elle existe. Hein. Ah, il y a les 6 aussi. Oui, voilà. Il y a quelques listes que vous trouvez sur le ministère. Voilà. Mais système donc on nous dit qu'il y a les sol. Système information sol. Il y a le site du BRGM aussi qui donne Ça, c'est les sous-sols. Il y a la question des sols urbains et des sols agricoles. Parce que sur l'usage du sol, en agricole, vu qu'on fait nos déclaratifs à la PAC, depuis qu'elle existe, on a tout l'historique. Et sur Géoportail, vous avez aussi tout l'historique de cartes satellites, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données, mais effectivement, il n'y a peut-être pas la métabase qui permettrait de regrouper toutes ces bases et de les empiler les unes sur les autres, quoi. Et surtout à l'échelle de la ville, qui n'est pas à la même échelle que l'échelle d'un agricole, quoi, on va dire. Oui, alors il y a une ou 2 questions avant qu'on finisse. Comme ça, on continue de tenir le timing. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir justement plutôt sur la question des sols agricoles. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi à mener? Parce qu'en fait, des inventaires, il y en a quand même beaucoup. Et effectivement, il y a des organismes comme la SAFER, dont le rôle est censé être de préserver le foncier agricole, et qui en fait, dans son fonctionnement, à mon sens, a un effet hyper pervers, puisque
tous ces terrains qui ne sont plus entretenus parce que les agriculteurs vont vers la retraite, etc., vont être attribués à des projets agricoles conventionnels au détriment de projets agricoles alternatifs, voire de projets de régénération de sol et non pas des projets agricoles destinés à une exploitation agricole au sens où la SAFER l'entend. Je partage ce que vous dites entièrement. Et nous, on souhaiterait sortir des pesticides et qu'il y ait de l'agroécologie, que ça se développe. Je partage entièrement. Par contre, je n'ai aucun levier juridique pour dire attention, ce sol déjà doit rester agricole. Déjà, préservons par le biais de la non-artificialisation. Ça, on a des leviers, c'est très important. Et nous, on se bat au quotidien pour ne pas artificialiser plus et rester dans notre enveloppe. Ça, c'est mon seul outil juridique. Après, la réponse, ça va être comment j'accompagne le monde agricole dans une transformation, et ça sera d'autres leviers. Parce qu'on ne peut pas obliger à avoir du bio ou de l'agroécologie au niveau juridique. On pourrait peut-être essayer de mettre cette phrase au conditionnel. Oui. Donc, une dernière question. Bonjour. C'est un détail mais qui me pose question. Je me demandais de quand dater les qualifications de l'eau et de l'air comme bien commun et selon quel modèle juridique. Ah oui. Alors l'eau, c'est vraiment, on a été un exemple en France, on peut en être fier, c'est date de 64, donc c'est assez historique. Et vraiment, il y a tout un modèle qui s'est construit à l'échelle des bassins versants, d'avoir cette logique gérée sur le milieu naturel en tant que tel, donc de dépasser des frontières administratives, de communes, d'intercommunalités. C'est vraiment la logique géographique qui prime. Et l'Europe s'est inspirée de notre modèle basé sur le principe pollueur-payeur, où chacun, qu'on soit citoyen ou agriculteur ou industriel, on va payer une taxe, et c'est une redevance plus particulière, et qui va être réaffectée pour des projets qui vont dépolluer, qui vont permettre l'atteinte du bon état de l'eau. Donc c'est vraiment un très très bon modèle et qui a été mis en place et renforcé depuis les années 60, quoi. Donc c'est assez ancien, et on a la clé, la méthode. L'idée, ça serait de la transposer sur le volet sol. Et l'air, c'est après. Et l'air est venu plutôt dans les années 70, c'est venu après. Mais ça date. Il y avait un système référentiel pour installer ce système-là en France, ou ça a été vraiment... Je pense que, j'avoue, je ne sais pas comment ça a émergé, mais c'était vraiment inédit d'avoir. En plus, c'est basé sur un système de gouvernance participative où on va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et usagers de l'eau, par exemple, ce qui a été le début. Et donc, je pense que l'eau, ça va de soi en tant qu'être humain. On a tous besoin de boire, et ça a été un des premiers éléments. Milieu qu'on a pris en compte pour les besoins humains, je pense. Et après, l'air et le sol, ça va arriver, j'espère. Merci. Ouais, je suis désolée, on va passer à l'intervention suivante pour arriver à tenir le timing. Vous pourrez voir nos intervenants lors de la pause café, ou on peut continuer de se voir cet après-midi. Donc, pour faire la transition, il y avait dernièrement un grand événement sur les sols vivants. Il y avait des personnes de la FAO qui arrivaient en disant on a déversé des dizaines de milliers de molécules chimiques dont on ignorait la nature exacte, et surtout on ignorait les interactions entre ces différentes molécules. Et la seule solution, maintenant que toute l'humanité est devant cet état de fait, est de se baser sur le vivant et la force du vivant pour arriver entre guillemets à faire avec. Et j'étais moi-même très contente d'entendre une responsable internationale comme ça tenir ce discours sur les solutions fondées sur le vivant. Et donc, on accueille Marie-Odile Kiat, qui va nous faire une présentation intitulée « Solutions privilégiées par les bureaux d'études, principalement fondées sur des traitements physico-chimiques, l'intérêt pour faire émerger les solutions par et pour le vivant ».
Donc suite enfin, on va dire dans les 2 interventions précédentes, on a posé la problématique et là on va commencer à s'avancer vers les solutions. Dans la deuxième table ronde, on verra les cas d'études pratiques. Donc, Marie-Odile Kiat, vous avez travaillé 17 ans en bureau d'études en tant qu'ingénieure experte en sites et sols pollués et vous avez rejoint Jinko Advisor en 2021 en tant que directrice technique environnement où vous êtes en charge d'un portefeuille de friches industrielles et vous apportez vos compétences pour assurer la gestion exemplaire de la pollution pour la reconversion des friches dans le respect de la réglementation et en concertation avec les autorités compétentes. Vous avez un master de recherche en géosciences du Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement et également un diplôme universitaire en hydrogéologie. Donc on voit comme ça que les personnes qui ont des profils polyvalents arrivent justement à trouver ces solutions fondées sur le vivant parce qu'on est obligé pour le vivant d'avoir cette approche interdisciplinaire. Donc je vous donne la parole. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter un petit peu ce qui se fait en fait dans les bureaux d'études. On va répondre à certaines des questions qu'il y a pu avoir sur la méthodologie un petit peu, sur l'historique, sur qu'est-ce qui existe comme base de données. Et l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment on travaille en bureau d'études, comment est-ce qu'on réfléchit et pourquoi ces solutions basées sur la nature sont peu privilégiées dans les faits. Donc on va commencer par la méthodologie nationale en matière de sites et sols pollués. Donc en fait, quand on a un site pollué, donc là on change d'échelle, on parlait beaucoup de territoire, on parlait beaucoup de la globalité de la ville de Marseille. Voilà. Là, je voudrais vous ramener un petit peu à la méthodologie élémentaire quand on a une problématique de pollution. Donc si on prend un site, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, les premières questions qu'on se pose, et c'est ce qu'on vient d'aborder, c'est qu'est-ce qu'il y a eu sur ce site en termes d'activité, donc l'historique, et de quoi est constitué ce site. La problématique en site et sol pollué, c'est qu'on a des difficultés à émettre des règles qui vont fonctionner pour chaque site. Pourquoi ? Parce que chaque terrain est sur une géologie différente, avec ou non des eaux souterraines, avec ou non une rivière à côté, et avec des voies de transfert, c'est ce qu'on appelle des voies de transfert, c'est-à-dire que c'est des milieux qui peuvent transférer la pollution ou non. Donc il faut regarder tout ce qu'il y a eu comme activité sur ce sol. Est-ce qu'il y a des eaux souterraines ? Est-ce que ces eaux souterraines, elles peuvent être polluées ? Oui, non. Elles peuvent être protégées par une géologie qui est peu perméable, par exemple, à l'infiltration de la pollution. Et c'est tout ce travail-là qui est, soyons très clairs, on peut faire toutes les études qu'on veut après. Si ce travail-là est bâclé, on a tout faux. Et de cette expertise-là, donc ça veut dire qu'on va aller aux archives, ça veut dire qu'on va aller chercher toutes les informations possibles et imaginables dans les bases de données. Donc effectivement, les bases de données BASIAS, BASOL, les SIS, donc le système d'information sur les sols. Et c'est toutes ces informations-là qu'on va mettre en musique pour élaborer ce qu'on appelle le schéma conceptuel d'exposition. Donc le schéma conceptuel d'exposition, ce que je vous présente là, en fait, c'est un exemple de schéma. C'est à but illustratif. L'objectif, c'est de vous montrer qu'un schéma conceptuel d'exposition, c'est une photographie de l'environnement. Vous voyez là, vous avez un ancien garage avec une cuve qu'on voit dans les sols. On a un panache de pollution et c'est clairement ça qu'on regarde. Une bonne étude documentaire historique, elle doit conclure sur mon site, voilà toutes les activités qu'il y a eu. Chaque activité sur le site, quels polluants caractéristiques y sont associés. Ces polluants, est-ce qu'ils sont susceptibles d'être allés dans les milieux ? Est-ce que j'ai une nappe ? Donc ça veut dire des eaux souterraines. Est-ce qu'elle est vulnérable ? Ça veut dire ma pollution peut y aller. Si cette nappe est vulnérable, jusqu'où elle va quand elle sort ? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au site, il faut regarder l'extérieur. Et c'est bien pour ça que très tôt, il y a eu une réglementation sur l'eau et sur l'air, parce que c'est des voies de transfert, parce que ça met en danger les gens à l'extérieur du site. Le sol, il reste sur le site. Donc c'est pour ça qu'on a traîné, historiquement, je pense. Donc on se doit, à la fin de cette étude, de pouvoir dire j'ai une nappe, oui, elle peut être polluée, on n'a pas encore fait d'analyse, elle peut être polluée, oui, non. J'ai des usages à l'extérieur, vous voyez, il y a des jardins, il y a des écoles avec des établissements sensibles. Si cette pollution, c'est des polluants qui sont volatiles, eh ben, ça peut dégazer dans les maisons des gens. Si cette pollution, il y avait une cheminée, ça peut retomber dans les potagers. Et effectivement, comme le disait très bien Madame Juste, eh ben, on peut se rendre compte des années après qu'on a un potager sur lequel on a eu des retombées de cheminée. Voilà, les usines de plomb, elles ont pollué. Et voilà. Et pareil, au droit des établissements sensibles, on peut avoir des dégazages. Donc c'est typiquement le cas des établissements sensibles. C'est un sujet très important. Et il y a eu un grand plan national qui a été lancé en 2010, je crois, ou 2009, où sur toute la France, on a répertorié toutes les écoles qui étaient susceptibles d'être au droit ou à proximité de sites industriels historiques.
Et donc ça a été fait à l'échelle de la France entière. Et il y a des actions qui ont été menées. Et je vous assure qu'on en a trouvé. Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions et il y a beaucoup de travail qui est basé sur ce risque pollution et ce risque sanitaire pour les gens. Quand on a fini cette analyse, on en arrive à une conclusion. Alors, du coup, si on reprend le même schéma, à la fin, on conclut sur un risque. Est-ce qu'il y a un risque sur ce site au vu des activités, au vu de sa vulnérabilité, au vu de la sensibilité de tous les usages autour, hein? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'ils boivent l'eau, est-ce que voilà. S'il n'y a pas de souci, on considère qu'on est compatible, on arrête l'étape là, il n'y a pas de risque, on ne fait pas de diagnostic. Si on a un risque potentiel, parce qu'il y a eu des usages, parce qu'il y a une cuve, parce qu'elle a pu fuir, on va faire un diagnostic de la qualité des milieux. Ce diagnostic-là, de la même manière, en fait, on va faire des sondages. Alors, ça passe tout le temps par le sol. Donc, on va faire des sondages de sol sur le site. Après, on peut mettre des piézomètres pour aller prélever l'eau souterraine pour voir si elle a été polluée. Après, on peut faire des prélèvements d'eau de surface également pour voir s'il y a des soucis. Et donc, c'est toutes les conclusions de ces résultats d'analyse-là qui vont nous permettre de mettre à jour le schéma conceptuel qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire ma patate rouge ou pas. Je vais pouvoir dire jusqu'où c'est pollué et je vais pouvoir me poser cette question, est-ce qu'il existe un risque? Parce que c'est un cercle, c'est itératif et c'est un cercle vertueux. À chaque fois, on y revient à cette question. S'il n'y a pas de risque, on s'arrête là. On se dit, bah voilà, il y a eu des activités potentiellement polluantes, mais elles n'ont pas pollué. S'il y a eu un risque, s'il y a effectivement un risque, et ben là, on rentre dans la phase du plan de gestion. Alors, un plan de gestion, en fait, c'est un plan dans lequel on va étudier toutes les mesures de gestion qu'on pourrait mettre en place pour qu'il n'y ait plus de risque. Donc, on peut agir sur les sources, c'est-à-dire j'ai une source dans les sols, il faut que je la traite. On peut agir sur les voies de transfert. Donc, du coup, j'ai une source, elle est déjà tarie. Imaginons qu'on avait une cuve et qu'en fait, les sols ont déjà été dépollués, mais on se rend compte qu'en fait, on a une nappe qui est contaminée qui sort et qui peut mettre en danger les gens. Donc, on agit sur cette nappe, qui est la voie de transfert, ou alors on agit directement sur les cibles, c'est-à-dire qu'on change carrément les usages. Dans les pires des scénarios, on dit aux gens, bah, vous ne pouvez plus pomper l'eau et la boire, c'est pas possible. Voilà. Donc ça arrive. Des fois, en fin de traitement de dépollution, on n'arrive pas à atteindre les objectifs, par exemple, de qualité d'eau potable, et on va dire aux gens, bah, écoutez, vous ne pouvez pas boire l'eau, on va avoir une atténuation naturelle, non, 4, 5 ans, 6 ans, vous pourrez peut-être retrouver un usage d'eau potable dans vos puits privés. Donc la méthodologie, c'est celle-là, et l'intérêt de vous expliquer tout ça, c'est que vous compreniez bien que c'est sur cette dernière étape où va être basée toute la réflexion de quelle voie de dépollution je vais choisir. Donc avant ça, on caractérise les pollutions qu'on appelle pollutions concentrées, et pour identifier sur quelle pollution on doit mettre nos efforts. Ça veut dire que des fois, on peut avoir quelques petites anomalies qui, en soi, peuvent générer potentiellement un risque, mais sur lesquelles on pourrait avoir un recouvrement. C'est une petite surface et on peut le laisser tel quel. Et pour autant, on parlait d'argent, des fois, ça joue énormément. À côté de ça, si on a une énorme pollution qui, elle, pour le coup, peut générer des risques à l'extérieur, c'est sur celle-là qu'on va mettre tous nos efforts. Donc, les pollutions concentrées, on utilise des approches basées sur les constats de terrain. Si vous avez du goudron pâteux, bon ben voilà, on l'a constaté, ou des hydrocarbures directement, c'est des produits purs. Après, on fait des analyses statistiques, on fait des approches cartographiques avec de la géostatistique, et puis on fait aussi des bilans de masse. Donc c'est le principe de se dire qu'on met nos efforts sur le volume le plus représentatif et celui qui génère le plus de risques. Donc à partir du moment où on a identifié ces pollutions concentrées, la méthodologie nationale, elle nous conduit à faire tout d'abord une évaluation des solutions de gestion en regardant l'état de l'art. L'état de l'art, ça veut dire à l'instant T, quelles sont les techniques de dépollution qui existent et à quel niveau d'expérimentation on en est. Est-ce qu'elles sont robustes, pas robustes, enfin, voilà. L'objectif, c'est, pour quelle que soit la pollution, on va regarder les 4 approches. L'approche physique, l'approche chimique, la thermique et la biologique. C'est les 4 approches qui existent pour dépolluer. Ces approches-là, elles dépendent en fait en fait, on va regarder ces 4 approches-là et on va aussi regarder tout ce qu'on a vu avant dans le schéma conceptuel, le contexte environnemental, les polluants, parce que les polluants, ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Tout à l'heure, vous posiez des questions sur est-ce qu'on peut dépolluer avec des solutions basées sur la nature.
Les solutions basées sur la nature ne fonctionnent pas pour tout type de polluants et tout type de cocktail de polluants, malheureusement. Donc, des fois, ça peut écarter des solutions en fonction des types de polluants et leurs propriétés. Les milieux impactés et les contraintes du site. Donc, on a des... alors là, je vous ai mis quelques exemples, mais l'objectif de confronter du coup les méthodes physiques qui veulent dire, par exemple, j'enlève, je purge, j'enlève tout. Chimique, c'est je vais essayer de traiter et dégrader avec des produits chimiques. Le thermique, ça veut dire qu'on chauffe les sols. Donc là, autant dire que le milieu vivant l'est plus trop. Et puis les biologiques, dont on va vous parler juste après. Donc cette étude-là va nous conduire à sélectionner des scénarios de gestion. Et ces scénarios de gestion, ils vont être étudiés après dans ce qu'on appelle une analyse multicritère. On regarde tous les critères. C'est-à-dire qu'on va être autant sur des critères techniques environnementaux que réglementaires, que sanitaires, que économiques, impacts sociaux, sociétaux, acceptation sociétale. Enfin voilà, tous ces sujets-là doivent être mis en balance et on arrive à un score sur les solutions. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les seules techniques de traitement biologique sur les sols qui sont assez utilisées dans les bureaux d'études, en tout cas préconisées et mis en œuvre, c'est beaucoup des tests, des traitements par biotertre. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser des micro-organismes et des bactéries pour dégrader les hydrocarbures, dégrader les polluants organiques comme des solvants chlorés. On a aussi la bioatténuation, donc en fait c'est de l'atténuation naturelle, on va la stimuler un peu avec la biologie. Mais la biodégradation, c'est les micro-organismes, les bactéries, les champignons et les plantes. Et aujourd'hui, champignons et plantes sont très très peu recommandés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on intègre les contraintes du site et du projet, ça conduit souvent en fait, à ne pas les sélectionner. Parce qu'en fait, on a des contraintes de calendrier. Donc effectivement, vous le disiez, quand on a un patrimoine friche et qu'on a du temps, oui, c'est là où bien évidemment il faut se poser la question. Des fois, on est effectivement contraint par le temps parce qu'on a des gens qui ont des projets et que du coup, c'est compliqué, donc il faut aller vite. On parle de plusieurs années quand même sur des solutions basées sur le vivant. On parle de maturité et on n'a pas forcément beaucoup de retours d'expérience puisque de toute façon, c'est un cercle vertueux à lancer. Tant qu'on n'en fera pas, on n'en aura pas et c'est compliqué. Après, on est sur des complexités de conception. On parle de recherche. Donc, forcément, on est sur des sujets où même les maîtres d'ouvrage sont frileux. Ils ne veulent pas forcément y aller. Et après, il y a les garanties de résultats. On a des cocktails de polluants. On n'est pas sûr que ça fonctionne tout le temps. Ça ne peut pas aller sur les pollutions profondes. Voilà. Alors après, on peut mixer des solutions, mais les gens sont frileux. Voilà. Et au final, on n'enlève pas la pollution. Voilà. Pas tout le temps. Donc, du coup, ça peut bloquer et ça peut générer des restrictions d'usage. Voilà. Donc, au final, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce constat, c'est ce qui se passe, et c'est un constat, mais on en revient à ce qu'on présentait juste avant, c'est qu'on a une approche objectivée qui considère le sol pollué en tant que bureau d'études comme un support sur site et un déchet hors site. Le sol vivant, il n'est pas franchement considéré en site et sol pollué. Soyons clairs, on part du principe qu'il y a un enjeu qui est gérer la pollution et le risque sanitaire, et on ne le considère pas forcément comme un milieu vivant, même pas du tout. On le considère comme un support ou un déchet. Et donc, le raisonnement vient de là. Et la tendance, elle y est là. Donc, au final, aujourd'hui, dans le contexte où on a parlé du plan biodiversité, on a parlé de la loi zéro artificialisation nette, on veut créer des aires nouvelles avec des trames vertes, des trames bleues. Aujourd'hui, les politiques d'aménagement du territoire, de gestion des sols, ils ont une importance primordiale sur la biodiversité des sols et donc les services rendus par ces sols. Donc, pour conclure, les mentalités doivent continuer d'évoluer parce qu'en fait, elles évoluent. Si on est tous là et si on se parle tous, il y a déjà des exemples, il y a des choses en cours, il y a des choses qui vont être lancées. Les sols en tant que ressource de biodiversité et le considérer dans toutes ses composantes, ça c'est très important. Juste pour finir, aujourd'hui, on a des approches de diagnostic qui sont plus... sur les sols, il faut savoir que les diagnostics, c'est ou chimique, pollution, ou géotechnique, portance. Comment je vais fonder mes bâtiments, comment ça tient, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on propose, enfin, moi je ne suis plus en bureau d'études, mais en tout cas, les dernières années, on proposait de faire des diagnostics pédologiques. Typiquement, le territoire de Lyon, la métropole de Lyon, est plutôt exemplaire sur ces sujets-là. Pour tout cet espace vert qui sera créé ou parc urbain, ils s'associent à un AMO qui est en biodiversité et du coup également en pédologie, et qui du coup, on a la triple compétence qui permet de dire ce sol, je peux le réemployer parce que sanitairement, il ne pose pas de souci, donc d'un point de vue de pollution. Comment est-ce que je dois le réemployer au vu de ses caractéristiques géotechniques et où je peux le réemployer et pour quel aménagement paysager et quel type de plante au vu de son aptitude au développement racinaire.
Et du coup, là, on couvre déjà pas mal de champs. On n'est pas complètement dans le vivant et tous les micro-organismes, mais en tout cas, on tient compte de beaucoup plus de composantes du sol qu'on ne le faisait précédemment. Et enfin, pour les sols, il faut trouver effectivement et inciter à développer ces solutions fondées sur la nature, même si ça reste expérimental, avec la phytoremédiation et la restauration écologique, dont va vous parler après Isabelle. Voilà. Merci beaucoup pour cette mise au point, cette mise en perspective qui, pour les néophytes, permet vraiment de comprendre le paysage. Donc, on est dans le moment où on devrait déjà passer à la table ronde suivante. Ce que je vous propose, c'est quand même de prendre 2 questions très courtes, s'il y en a, et donc 2 réponses très courtes pour arriver à avoir quand même ces échanges, mais pouvoir ensuite donner la parole à Isabelle et nous permettre de démarrer la deuxième table à l'heure. Donc, y a-t-il des questions? Ou est-ce que c'était tellement limpide qu'il n'y a pas de questions? Ça a l'air d'avoir été limpide. Non. Bon, vous êtes très efficace. Merci pour cette efficacité. Franchement, c'était du coup travailler en moi-même sur la question. C'était vraiment merci encore pour la clarté du panorama, parce que c'était vraiment, ça nous permet d'aborder les choses dans leur ensemble et c'est très précieux. Donc je vous présente donc Isabelle Lafont-Schwab, qui est professeure des universités en écologie à Aix-Marseille Université et qui développe des recherches en phytoremédiation et restauration écologique au sein du laboratoire Protection Environnement Développement, LPED, dont on a une... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est ça. Population. Et donc, il y a des étudiants de votre laboratoire qui sont ici avec nous, puisque cet après-midi, vous allez aller sur le terrain pour lancer des études. Donc, la présentation s'intitule « Solutions basées sur la nature pour préserver les sols pollués, approche de phytoremédiation et restauration écologique ». Merci beaucoup. Bon, alors j'ai une grosse pression avec les présentations précédentes qui ont vraiment éclairé le sujet et je vais essayer d'être pertinente pour la suite. Et je vais revenir sur quelque chose qui nous concerne là. Aujourd'hui, on parle de sol vivant, on parle de ressources non renouvelables, mais finalement, est-ce qu'on sait pourquoi on dit ça de ces sols? Quand on regarde la formation d'un sol, eh bien, c'est pas du tout à l'échelle humaine. Il faut des milliers d'années pour arriver à la création d'un sol. Et même aujourd'hui, quand on regarde un sol, il est encore dans sa dynamique. Il n'y a pas d'état définitif d'un sol. Donc c'est une matrice qui est très complexe avec de la matière organique, des minéraux, de l'eau, de l'air et du vivant. Une grande diversité de vivants. Si vous prenez une poignée de sol dans la main, eh bien, il faut imaginer que vous avez des milliards d'organismes vivants dans la main, dans cette poignée de sol. Vous avez des bactéries principalement, vous avez des champignons. Si on arrivait à dérouler les ifs fongiques qui constituent cette poignée de sol, on pourrait arriver à des kilomètres. Donc toute cette vie, et je ne parle pas d'autres organismes de plus grande taille, dans ces sols, fait que ce sol a une fonctionnalité, fait qu'il assure un certain nombre de services. Aujourd'hui, on parle beaucoup de services écosystémiques. Alors, c'est une vision économique des fonctionnalités rendues par les sols. Ces sols-là, si on regarde sur cette diapositive, on voit une évolution des sols qui permettent ensuite d'aller avoir une installation d'une végétation. Donc, ce sont des habitats où une diversité animale, alors en version aérienne, mais aussi en version souterraine, va pouvoir se développer. J'ai présenté un ouvrage qui est très connu dans notre domaine, c'est le sol vivant. C'est un constat qui est fait depuis pas mal de dizaines d'années, mais qui ne passe pas forcément. Et on voit que c'est 2016 pour avoir une loi biodiversité qui inclut la notion de sol vivant. Donc on voit ce processus lent entre la connaissance scientifique et le moment où ça va pouvoir être retranscrit sous une forme dans le droit français, par exemple. Et cette prise en considération, on voit bien qu'un sol qui met des milliers d'années pour se construire et qui continue en permanence à évoluer, eh ben, on ne va pas pouvoir le refaire comme ça. Et quand on voit que le droit français considère que lorsqu'on escave un sol sur un site pollué, il devient un déchet, pose problème. C'est comme ça. Voilà.
D'un autre côté, bon, on parle de sols pollués, et puis moi, j'ai commencé avec un titre, on va les préserver, ces sols pollués, ça inquiète un peu, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va préserver? Les pollutions, très clairement, elles vont altérer la biodiversité et le fonctionnement des sols. Quand on va avoir un sol qui est altéré, ou des dépôts de cendres, ou des contaminations, qu'elles soient organiques ou inorganiques, on va avoir ce sol qui va être complètement modifié dans ses propriétés physico-chimiques, une baisse de sa fertilité, il ne peut plus héberger la vie, mais ensuite il est face à des processus physiques, on va avoir de l'érosion. Ce qu'on voit sur la diapositive, c'est que ça amène finalement à une situation où si persiste une biodiversité, on va avoir un transfert de ces pollutions du sol vers les organismes vivants. On parle de transfert des polluants au réseau trophique, c'est-à-dire ça va passer dans toutes les interactions biologiques qu'on va avoir dans le sol et en version aérienne. J'ai l'impression de grésiller, c'est très pénible. Et donc, du coup, cette contamination, in fine, c'est aussi l'humain qui est exposé. Hein, on fait partie de l'écosystème. Ces transferts aussi, ça a été très bien évoqué par Marie-Odile. Merci. Ça a été très bien évoqué par Marie-Odile, c'est-à-dire qu'on peut avoir un transfert dans tout ce qui est réseau hydrique, hein, dans les nappes. Et là encore, avec cette continuité du milieu aquatique, on va avoir des contaminations qui peuvent aller très loin dans les rivières, voire la mer. Donc c'est plutôt une vision d'un problème de cette pollution. Et pourtant, le sol, alors pas toujours, mais le sol reste avec des organismes présents et en quelque sorte encore vivants. Alors, est-ce qu'on peut finalement réhabiliter ces sols et vers quelle direction on veut les amener? Alors, comme l'a dit Marie-Odile, il y a un arbre décisionnel et souvent, c'est, hein, comme le droit le définit, c'est en fonction de l'usage qu'on va faire de ce sol qu'on va considérer les solutions qui vont être prises. Alors moi, je vais vous montrer qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas de changement d'usage, on peut quand même faire quelque chose. Mais souvent, le moteur, et là où on va trouver des fonds, hein, pour agir, c'est quand il y a un changement d'usage. On va trouver des financements et on va agir. Donc, là, dans l'arbre décisionnel, vous voyez que c'est un peu triste parce que la première chose, c'est que si on considère que ce n'est pas adapté à un usage, on va escaver le sol. On va en faire un déchet. Et merci pour les générations futures, hein, ce déchet restera. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. Après, on a développé tout un tas de techniques de génie pédologique. On va essayer de recréer des sols. On essaye de prendre des matériaux. On fait des technosols. Oui, mais ça ne refait pas un processus de milliers d'années de formation. Ce n'est pas satisfaisant. Et ensuite, on va aussi réinvestir du génie écologique pour végétaliser ce nouveau sol. Bon, en espérant petit à petit avoir un processus qui se fait, initier des processus. Quand on se dit c'est OK, finalement on peut l'utiliser pour un usage particulier, on va souvent utiliser des techniques de génie écologique. Alors souvent pour moi, avec ma vision, pas très souvent d'après les bureaux d'études, hein, mais qui vont permettre avec des pratiques qui sont de type pratique agronomique, hein, modifier ce sol, planter des espèces qui sont tolérantes et ainsi accompagner toute une démarche. Oui, mais quand il n'y a pas de changement d'usage, on peut faire quelque chose. Si ce sol il reste en place, on va pouvoir penser tranquillement une autre façon de faire. En fait, l'opportunité, c'est quand il n'y a pas de changement d'usage, c'est de tester pour nous scientifiques des méthodes pour pouvoir tendre vers une situation qui s'améliore et garder ce sol malgré sa pollution et agir. Alors, dans les solutions développées, on va appeler ça des solutions fondées sur la nature parce qu'on finalement, on va faire que s'inspirer de ce que le vivant sait déjà faire. Hein. C'est une forme de biomimétisme. On va essayer aussi dans cette démarche de préserver ces sols vivants, même pollués. Et on va utiliser, donc dans le vivant, généralement, les plantes et leurs micro-organismes associés. Alors, évidemment, avec les photos que je vous ai montrées, ce n'est pas toutes les plantes qui tolèrent les pollutions. Et évidemment, c'est que certaines d'entre elles qu'on va pouvoir sélectionner, qui sont capables de tolérer certains polluants. Et quelquefois, quand on est dans des mélanges de polluants, ce n'est pas forcément évident d'avoir des espèces tolérantes. Les polluants,
on est dans des pollutions du sol. Le premier contact qu'ils vont avoir avec les plantes, c'est les racines. Donc avec ce contact avec les racines, soit ces polluants vont rester au niveau des racines ou autour des racines, et on va avoir certaines stratégies qui peuvent être développées, soit ils passent dans les parties aériennes, et on va les retrouver donc, dans la biomasse aérienne de la plante. Ça, c'est souvent le cas pour les polluants inorganiques, pour les métaux lourds, ce qu'on dit globalement en appellation métaux lourds. Et si on a des polluants organiques, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au niveau racinaire, on va avoir des dégradations qui sont assurées par les micro-organismes au niveau des racines, autour des racines. Et quelquefois, c'est aussi la plante qui a des enzymes capables de dégrader ces polluants. Donc, en fait, en fonction des capacités de stockage, de dégradation et du type de polluant, les plantes vont être capables, vont être utilisées en fait dans différents processus, et c'est ce qui est nommé ici phytostabilisation, phytoextraction, phytodégradation, des termes qui sont utilisés en phytorémédiation, utilisation des plantes pour traiter. Alors traiter, on reviendra sur le terme. Est-ce qu'on traite vraiment ? Dans le cas de la journée qui nous concerne, on ne va pas traiter de phytodégradation parce que sur les terrains qu'on a abordés, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas beaucoup de pollution organique, mais on reviendra sur ça peut-être plus tard dans l'après-midi. Mais on va se focaliser sur les stratégies par rapport à de la pollution inorganique. Et tout va se passer finalement dans l'interaction sol, racine et polluants. Et une des stratégies qui est nommée, c'est la phytoextraction, qui vise à essayer d'extraire du sol ces polluants. Alors, on a des stratégies qui peuvent utiliser des espèces sauvages. C'est de la phytoextraction spontanée. On a identifié un nombre restreint de plantes. Ici, vous avez une brassicacée qui est présentée dans la famille du chou, l'Alyssum murale, qui est capable, quand un sol est multicontaminé, d'extraire des concentrations du sol, du nickel, avec des concentrations dans la biomasse aérienne qui sont intéressantes pour retirer ce nickel du sol. Dans d'autres cas, on va sélectionner une espèce agronomique. Ici, on vous présente du maïs, mais cette espèce agronomique, elle est capable de tolérer une certaine quantité de pollution dans le sol, mais elle n'est pas forcément apte à l'absorber. Et là, on va devoir ajouter des intrants, modifier les pratiques pour extraire du sol cette contamination pour que la plante puisse absorber. Mais généralement, il faut vite collecter les parties aériennes parce que ce n'est pas quelque chose de pérenne. Donc au final, ces stratégies-là, elles ont des avantages, c'est qu'on est effectivement dans une extraction d'une partie des polluants du sol. Mais on sélectionne qu'une partie des polluants quand il y a des multicontaminations. Et finalement, on est dans une concentration dans les parties aériennes. Alors évidemment, on va avoir des possibilités de valorisation de la biomasse aérienne. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que finalement, cette biomasse aérienne ne devient pas qu'un déchet. On va pouvoir l'exploiter. Et puis, ces stratégies aussi, il faut dire que ça maintient le sol. Donc, ça dépollue en surface partiellement et ça maintient le sol. Mais les inconvénients, c'est qu'effectivement, ça ne prospecte que la surface qui est accessible, que le sol, la profondeur du sol qui est accessible aux racines absorbantes de la plante. Quand on associe avec des champignons mycorhiziens, on a aussi toute la prospection liée au mycélium du champignon. Dans certains, seulement certains polluants sont transférés dans les parties aériennes, donc évidemment, ce n'est pas une solution de dépollution en soi, c'est très sélectif. Et puis, ça implique la gestion de la biomasse contaminée. On a un déchet. Et puis surtout, c'est un processus lent, ce qu'avait évoqué Marie-Odile Kiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, on fait les travaux et puis ça y est, le sol il est dépollué. Non, il va falloir tout le processus de croissance de la plante. Il va falloir des fois des itérations, c'est-à-dire qu'on va refaire plusieurs cultures des mêmes espèces végétales pour arriver à un niveau satisfaisant. Et puis seulement un nombre restreint d'espèces végétales peut être utilisé. Et enfin, en tant qu'écologue, mon regard, c'est que quand on contamine, on concentre dans la biomasse aérienne des plantes, ça veut dire qu'on expose tous les organismes qui sont dans le milieu aérien à cette pollution. Donc on a un risque d'exposition du réseau trophique suite à ces stratégies. Parfait. Et du coup, une autre stratégie, c'est celle qui s'appelle la phytostabilisation. On va stabiliser le sol par les plantes. Ici, vous avez un exemple, vous avez une multicontamination. Cette multicontamination
au niveau racinaire, elle va rester soit dans les racines, soit autour des racines et ne pas transférer ou très peu transférer dans les parties aériennes. Ça a un avantage, ça maintient les sols, comme la dernière stratégie. Donc végétaliser maintient le sol, c'est important. Mais ça maintient aussi la vie des sols, et parce qu'en fait, on va avoir une stratégie de confinement biologique des polluants qui, en étant maintenus au niveau du système racinaire, vont épargner, entre guillemets, les autres organismes du sol. On prévient aussi les transferts de polluants par envol. On maintient le sol généralement avec des systèmes racinaires qui sont assez conséquents. Donc du coup, on limite tous les envols de particules, lessivage. Enfin, on limite pas tout. On limite en grande partie les envols de particules, le lessivage ou les ruissellements qui entraîneraient ces polluants. L'inconvénient, et ça, c'est pour ça que ces solutions sont rarement adoptées, c'est que on n'enlève pas la pollution, on ne dépollue pas. On garde le sol tel qu'il est avec ces polluants lorsqu'ils sont des polluants inorganiques, lorsque ce sont des métaux lourds. Quand on a des polluants organiques, on va avoir lentement quelques processus de dégradation. C'est un mieux, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Et on peut avoir donc une immobilisation qui est plus ou moins importante de ces polluants inorganiques. Donc évidemment, c'est ça qui fait peur. Et si on arrive à avoir des stratégies qui maintiennent cette végétation à long terme, par contre, c'est une immobilisation, c'est du bioconfinement. C'est certainement une des pistes que l'on peut tester. Alors, j'ai annoncé phytorémédiation et restauration écologique. Évidemment, si on commence à utiliser des espèces locales qui sont capables d'immobiliser cette pollution dans les sols et finalement de limiter les transferts, parce que le risque sanitaire il est lié au transfert, on va avoir une réflexion qui est différente, c'est-à-dire qu'on va finalement aller vers une multitude d'espèces végétales qui sont capables de s'installer sur le terrain. On commence par certaines espèces très tolérantes, et puis une dynamique s'installe, et puis finalement, on a une certaine biodiversité qui s'installe sur ces sols parce qu'on a favorisé l'installation de nouvelles espèces. On est dans un processus de restauration écologique assistant l'auto-réparation d'un écosystème dégradé, endommagé ou détruit. C'est une définition qui est donnée par la Société de restauration écologique. L'objectif visé, c'est retrouver biodiversité et fonctionnalité de l'écosystème avant la pollution. On a fait cesser la source de pollution, mais la pollution est toujours là. Mais on limite tous les transferts et on essaye d'arriver à ce résultat. Alors, je n'irai pas plus loin. Je vais juste donner quelques pistes de travaux qui ont été menés avec de nombreux laboratoires en fait, d'Aix-Marseille Université sur des terrains locaux. Un qui va être plus développé tout à l'heure avec l'exemple autour du site de la friche industrielle de l'Escalette, et un exemple aussi avec le projet européen, le Life Habitat Calanque, qui a permis la réintroduction et le renforcement des populations de l'astragale de Marseille, une espèce emblématique, même sur des sols qui ont été pollués. Donc je vous laisse ces images-là, et vous savez, en fait, c'est une revue qui est éditée par le Muséum national d'histoire naturelle, et cette revue est gratuite, téléchargeable gratuitement et écrite en français, qui raconte un petit peu ces étapes-là. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Donc on peut prendre quelques questions avant une petite pause qui nous redonnera des forces pour la deuxième table ronde. Donc allons-y tout de suite. Oui, si vous voulez bien passer le micro s'il vous plaît, il y a une question en fond. Bonjour, merci. Du coup, vous parliez de confinement biologique avec les espèces végétales. Et qu'est-ce qu'il en est des organismes du sol? Est-ce qu'on sait s'ils peuvent être vecteurs? En fait, est-ce qu'ils peuvent être porteurs de ces polluants-là? Et eux, par contre, se déplacer, malheureusement, on ne peut pas les confiner. Donc, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors là, on va rentrer un petit peu dans le fin, la finesse du travail, parce qu'en fait, c'est très complexe. Hein. Quand on travaille sur le vivant, on ne maîtrise pas les consortiums de bactéries et de champignons qui sont au niveau racinaire. Alors, il y a tout un tas de techniques qui permettent d'inoculer ou de jouer sur ça. Moi, j'ai une approche d'écologue, hein, pas une approche d'agronome. Donc, je vais essayer de travailler sur le vivant. Alors, je ne raconterai que ce qui est de mon domaine d'expertise. C'est-à-dire que j'essaye en fait d'orienter le fonctionnement de ce qui est déjà existant.
Et on va sélectionner donc des espèces végétales qui ont un consortium bactérien et fongique qui favorise l'immobilisation de ces polluants. Donc, quand on l'étudie sur le terrain, mais on l'étudie aussi en laboratoire pour voir comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est que ces champignons et ces bactéries qui sont dans ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire autour des racines et absorbés sur les racines, vont être capables, parce ça sélectionne des souches qui sont tolérantes à ces polluants, vont être capables de les immobiliser. Donc il y a une grosse partie qui est jouée par les micro-organismes, et ceux-là, quand ils sont associés au niveau de la rhizosphère, ils n'ont pas envie de se barrer, quoi. Ils restent bien dans la zone, et du coup, tant qu'on maintient la plante vivante, on maintient ce système de confinement. Et quand je dis on va faire de la phytostabilisation, c'est que le but du jeu, c'est d'arriver à maintenir en place des espèces végétales de façon à ce que ce système de phytostabilisation soit pérenne. Et c'est pour ça que souvent, on n'utilise pas qu'une seule espèce végétale. On va avoir un cortège, un assemblage d'espèces qu'on a sélectionnées pour avoir une pérennité dans le temps. Et donc, on doit travailler sur des bases d'écologie parce qu'on doit savoir comment ces espèces elles peuvent cohabiter entre elles, ne pas se gêner et fonctionner ensemble. Merci. Il y a une deuxième question au milieu de la salle, si c'est possible. Merci. Alors, on a parlé de confinement biologique. L'autre stratégie qui serait la bioextraction, qui est une forme finalement d'agriculture industrielle, enfin de valorisation finalement du zinc ou d'autres métaux. Est-ce que pour le coup, là, il n'y a pas de confinement, il y a ce risque effectivement de rentrer dans la chaîne trophique, et est-ce qu'il y a des protocoles de confinement de cette biomasse aérienne qui sont normés, validés aujourd'hui ou qui n'existent pas du tout? Je pense par exemple à des serres, je pense à des filets de gaz, enfin quelque chose qui éviterait que ça pénètre les chaînes trophiques après. Alors, vous aurez vite compris que la phytoextraction, ce n'est pas mon domaine de compétence, que moi, je me suis focalisée sur des approches de phytostabilisation parce que pour moi, c'est les seules qui sont compatibles avec une restauration écologique des milieux. À ma connaissance, on ne confine pas les espèces qui font de la phytoextraction, mais par contre, il y a eu beaucoup d'essais en laboratoire qui ont été faits avec des installations qui sont complètement confinées pour vérifier que finalement, essayer d'identifier s'il y avait des risques de transfert pour justement, quand on passe sur le terrain, ne pas jouer les apprentis sorciers. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que naturellement, sur la planète, on a des plantes qui sont hyper accumulatrices et qui contiennent des concentrations très, très élevées dans leur biomasse. Et pourtant, il y a tout un écosystème qui s'est fait autour. Voilà. Donc, voilà. Oui, comme j'ai le bonheur d'être également élue à la biodiversité, je vois que entre les solutions, je ne pensais pas trouver aujourd'hui une solution à nos problématiques, mais là, ça confirme qu'en fait, dépolluer, c'est presque polluer, quoi. Enfin, par contre, juste une question, j'ai vu en me promenant, puisque c'est mon secteur, le 6-8, les expérimentations qui ont été faites, les petits carrés à Samena, à l'Escalette, effectivement, avec ces expérimentations. Je crois qu'il y avait le lycée des Calanques, d'ailleurs, qui était associé, il me semblait. Alors, ça date maintenant d'un certain temps. Qu'est-ce que ça a donné, ces expérimentations, en termes de stabilisation? Il me semblait que j'avais bien sûr suivi de près tous les reportages et les études. C'était surtout il y avait beaucoup de thym, de romarin, ce style de plante. Qu'est-ce que ça a donné, ces expérimentations? Bon, j'ai vu que malheureusement, les randonneurs ne respectaient pas toujours ces emplacements. J'en profite pour passer le message. S'il vous plaît, respectez aussi bien l'astragale que les expérimentations. Mais voilà, juste une question. Ça a donné quoi? On en est où de ces expérimentations, ces petits carrés? Oui. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi vous aviez dit dépolluer, c'est polluer. Vous avez montré qu'en fait, on peut, en faisant de la dépollution, quelque part aussi susciter une autre forme de pollution, parce que là, vous voulez parler de la phytoextraction. Est-ce que, c'est un dilemme, hein, est-ce que lorsqu'on escave, on ne met pas plus de particules dans l'air que si on le laissait au sol? Si on fait de la phytoextraction, est-ce que la biodiversité n'est pas aérienne encore plus exposée que la biodiversité souterraine? Enfin, j'ai compris qu'en fait, les solutions sont quand même... Alors, effectivement, lorsque ça se concentre dans les parties aériennes, il faut vraiment, et la question d'Emmanuel Delannoy était très pertinente, est-ce qu'on peut protéger pour pas qu'il y ait un transfert? Après, c'est sur des temps courts et on extrait la biomasse et on va la traiter comme un déchet.
Alors c'est pour ça que je disais, il y a une possibilité de valorisation, on peut réextraire les métaux dedans. Il y a tout un tas de... Il y a des études, des recherches qui sont très bien faites dans d'autres laboratoires en France sur ces approches-là. Mais c'est vrai que ça déplace le problème, on est d'accord, la pollution est déplacée, et avec un risque aussi pour l'écosystème d'un contact avec cette pollution. C'est ça. Par exemple, si à l'Aiguemante, depuis 2009, on avait planté je ne sais quelle espèce, aujourd'hui, 2022, qu'est-ce qu'on aurait fait de ces espèces? Ça devient un déchet. Comment on les traite, voilà. Mais déjà, ma question, c'était surtout vos petites expérimentations dans le parc et Samena Escalette. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez Alors, les retours, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, les retours actuellement, déjà, ce qu'on a appris du Life Habitat Calanque avec les astragales, c'était des travaux avant qui avaient montré que l'astragale était capable de se développer sur des sols qui avaient été préalablement contaminés lors de la période industrielle dans les calanques, donc avec des teneurs en plomb et en arsenic qui sont très élevées. Et dans nos approches, ce qui nous paraît théoriquement l'explication la meilleure, c'est que ce sont des espèces végétales. C'est une espèce végétale, je vais y arriver, qui est associée avec des champignons mycorhiziens et aussi qui a des symbioses bactériennes qui vont permettre de diminuer le transfert en fait à la plante de ces métaux. Donc en fait, ce sont ces micro-organismes qui vont l'isoler finalement de cette pollution et permettre qu'elle se développe tranquillement et lentement, parce que c'est une espèce longivive et elle se développe très lentement. Donc le point positif, c'est que même sur des sites qui ont été pollués par ces activités industrielles, on a une persistance des astragales qui ont été transplantées. Donc c'est plutôt positif. Mais après, on ne fait pas d'analyse de ce qu'elles retiennent parce qu'on ne va pas détruire une espèce protégée. Donc pour l'instant, on est dans une observation plutôt de maintien des populations installées. Merci beaucoup, il y aurait tant à dire. Donc on va s'arrêter là pour cette première table ronde. Donc je remercie encore tous les intervenants qui sont venus, vous tous autour qui nous écoutez et qui participez.